Parce qu'après, tu vas me l'acheter. Salut Tartous, salut Tartous. Je sais pas si vous êtes encore, si vous avez encore un petit peu de jus, si vous êtes complètement crevé. Normalement, vous êtes complètement crevé, ça se voit sur les signes de corps. Je vais essayer de faire dire devant la caméra. Je suis sur la fois pour l'égalité, j'ai fait un petit coup de main au processus. Tu peux le dire devant la caméra. Je voudrais essayer de partager aussi quelques éléments de réflexion sur ce qu'on a vécu ensemble. Et peut-être d'abord en soulignant un premier élément qui est en forme de merci. Mais moi aussi, je me suis pris des belles claques aujourd'hui. Et je suis content à chaque fois, lorsqu'on s'interroge sur l'engagement de la jeunesse, de l'intelligence de la jeunesse, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on laisse la place, l'intelligence, elle est flamboyante, et l'investissement, il est là, la générosité du cœur, elle est là aussi. Et en fait, dans nos métiers, c'est pas si évident que ça, on laisse souvent la place aux jeunes, et du coup, c'est pas si évident que ça, qu'on voit toute la force, la dignité, le potentiel de la jeunesse. Du coup, merci, parce que moi, ça me redonne du courage, ça fait du bien, en fait, du coup. Un autre élément de remerciement, de questionnement aussi, c'est remercier le réseau d'initiative jeunesse chez le SPAJ pour le petit grain de folie. Parce que c'est bien bon qu'on fasse des colloques pendant des formations, des séminaires, plein de trucs où on dit ce qu'il faudrait faire, il y a ça qu'il ne faut pas, etc. Et puis qu'à chaque fois que de passer le moment de passer à l'expérimentation, bah acheteurs, terre tous, tout le monde a les pétoches. Et là, il y a eu une prise en compte au sérieux de l'idée de renverser le statut d'acteur, pas les jeunes qui écoutent les adultes leur expliquer ce qu'il faut, mais que de prendre au sérieux le fait de renverser le statut de conférencier et conférencière, des jeunes qui vont nous expliquer ce qui se passe, et pas seulement dans ce statut un peu paternaliste, qu'on a vite ou maternaliste, qui est lié à nos professions. Allez, les jeunes, ils vont témoigner. Et ça va être sympa. Là, on a eu des auteurs de pensée, des auteurs de savoir, des citoyens qui ont posé des clivages, et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais ça gratte un peu. Ça gratte un peu parce qu'en fait, les leçons là, de vos interventions, elles sont aussi pour moi une élévation du niveau du débat. Il y a des contradictions que vous avez posées, des incohérences, pour le dire comme ça, que vous avez posées et qui nous grattent et qui nous interpellent dans nos postures professionnelles. Du coup, je vais essayer d'en poser quelques-unes. À commencer simplement sur la thématique d'engagement. On reproche aux jeunes de ne pas assez s'engager, et quand ils s'engagent, on voudrait qu'ils s'engagent comme on a envie qu'ils s'engagent. Et y compris aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, globalement on était plutôt en soutien, on était happé par vos animations, vos postures, etc. Mais il arrive qu'à des moments, le statut social d'adulte revient au galop, on vous recadre, on vous donne des conseils, on vous explique, on minimise ce que vous dites. C'est peut-être plus compliqué que ça. Je sais pas, attends, mais non, on va pas te mettre dans le même paquet, etc. Il faut qu'on arrête avec ça. Quand il y a des personnes qui te parlent de ton vécu, d'un vécu, d'une souffrance et qui te proposent une analyse, effectivement, il faut qu'on apprenne à se taire. Quand la précarité, on ne l'a pas vécue, même si on travaille sur la précarité, il faut qu'on écoute les précaires. Et je crois qu'on est plusieurs professionnels à avoir senti, y compris là ce qui nous était raconté, des choses que les jeunesses du Valenciennois voient, vivent, et que parfois on ne voit plus. Sur la question des discriminations, même chose, des vécus des gens, même quand on lutte pour l'égalité, le respect de la loi et compagnie, il y a une partie du réel qui nous échappe aujourd'hui. Et une partie du réel qui nous échappe, parce qu'il faut aussi qu'on puisse le dire, c'est là où vous grattez, là où ça fait un peu mal, c'est qu'on est aussi dans une société qui d'un côté prône le respect de la loi, et qui parfois tolère des illégalismes quand ils sont gênants. Dans votre atelier sur les discriminations, vous avez dit on est victime, il faut travailler du côté des victimes, mais il faut aussi qu'on travaille du côté des agresseurs. En matière de racisme, de sexisme et tant d'autres questions, ça frotte un peu là, ça gêne. Hein. On a du mal, on veut bien lutter contre le racisme, mais quand il faut condamner les racistes au regard de ce que dit la loi républicaine, c'est un peu exagéré, on ne peut pas faire plutôt de la prévention quand même pour s'expliquer. Non, mais il faut aussi qu'on se le dise. Il y a des racistes, il y a des personnes qui ont des pratiques racistes, peut-être par maladresse, par méconnaissance, etc. Et là, la prévention, elle sert à quelque chose. Mais dans notre pays, il faut qu'on puisse se dire aussi qu'il y a des auteurs, des militants du racisme, d'une société inégalitaire, et cela, au regard de nos lois, de nos principes et de nos valeurs, il faut donc bien qu'on les combatte. Sur la question de la solidarité et de la précarité, on a eu la même logique d'analyse où ça gratte et ça frotte un petit peu. Il faut qu'on soit solidaire avec les pauvres, c'est bien la jeunesse. Vous êtes généreux, vous avez réussi à avoir des actes de charité, de solidarité, c'est touchant.
Sauf que là, dans le débat, ils ont dit, ouais, mais sauf que quand nous, on fait que ça suffit pas, là. Là, nous, on n'a pas le pouvoir social de transformer la lutte contre la précarité et la pauvreté. Je ne sais plus qui, dans quel atelier ils ont dit ça, la solution est ailleurs. Et là, c'est quelque chose qui est commun. Donc moi, je le prends comme une grande leçon. Dans les 3 ateliers, quelque chose qui était commun dans la réflexion en permanence, l'action sur le changement individuel, ok, les éco-gestes personnels, ok, mais quels sont les grands organisateurs de la pollution dans ce pays et au niveau international? La responsabilité et le levier d'action étaient posés en termes des entreprises, des multinationales et des politiques publiques, des pouvoirs publics. Alors, effectivement, le précaire ou le smicard du quartier, il ne peut pas lutter contre la pauvreté comme un État. Il faut quand même qu'on puisse se le dire, mais c'est intéressant sur la jeunesse qui nous amène à ça. Sur la question des discriminations, c'est pareil, on peut nous faire la sensibilisation à lutter contre le racisme. Mais l'organisation d'un État n'a quand même pas la même force de frappe. Sur la question de l'environnement, on avait la même réflexion, les éco-gestes d'un côté, je l'ai déjà dit, du coup j'en ai oublié un, bref, je ne sais plus. En tout cas, on a cette tension-là à chaque fois qui était abordée. Oui, travailler sur nos responsabilités individuelles, mais aussi sur nos responsabilités collectives et le niveau systémique, le niveau sociétal, le niveau étatique. Et avec quelque chose qui revient à plusieurs reprises sur la notion de culpabilisation et de responsabilité. Il y a une tendance de notre société aujourd'hui sur un certain nombre d'enjeux de société à sur-responsabiliser les faibles et à déresponsabiliser les forts. À sur-responsabiliser les pauvres, à déresponsabiliser les riches. On peut le dire ça ou pas? Ou c'est gênant, c'est tabou? À sur-responsabiliser les prolos dans les quartiers qui consomment avec une bagnole pourrie au diesel, et à déresponsabiliser le rôle des entreprises ou des choix de politique publique d'orientation. On a eu cette dynamique-là, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre quand je le dis comme ça, mais moi qui suis sociologue, là, ça, waouh, c'est du haut niveau. Dans nos métiers, vous savez bien les uns et les autres qu'on ne peut pas toujours aller jusqu'à cette finesse-là de l'analyse. Donc quand moi je dis avec force et conviction, ne sous-estimons pas l'intelligence de la jeunesse, notre jeunesse aujourd'hui, elle bosse, elle entend, elle écoute, elle réfléchit, elle se positionne, elle fait de la philosophie et de la sociologie ordinaire sur la base des expériences de vie concrètes et de nos incohérences du monde adulte, des institutionnels, ou parfois, peut-être que la question qui se pose aussi pour nous, dans quelle mesure nos outils de travail, notre espace de liberté de pensée et d'expression dans le travail, ne sont pas une des causes du mal-être de la jeunesse, de la reproduction d'injustices, d'inégalités, de choses qui n'avancent pas. Et là, je pense qu'il y a des choses qui grattent pas mal. C'est pas pour jeter la pierre, mais j'avais bien aimé cette citation, je ne sais plus qui a dit ça. Comment se fait-il que les enfants, là on pourrait dire les jeunes, soient si intelligents et les adultes si bêtes? Ça doit venir de l'éducation. Quand on est en posture de reprocher des choses aux jeunes, d'avoir des attentes, d'avoir parfois des injonctions, il faut toujours qu'on se questionne. Les enfants et la jeunesse sont à l'image de ce que nous, adultes, faisons d'eux. Point. Donc dès qu'on leur reproche des choses, c'est à nous tout de suite qu'il faut qu'on regarde. C'est tout de suite nous qu'il faut regarder dans le miroir. Et là, je trouve qu'on avait un espace de véritables leçons que vous nous avez données les uns les autres, les unes et les autres. De ce point de vue-là, balayer devant sa porte, c'est plus difficile que ça. On est dans nos métiers tous dans des postures d'intervenance sur les autres, dans des postures d'éduquer les autres, de les animer. On a toujours cette posture de le problème c'est les autres et nous on est payé pour les changer. Mais en fait, on fait partie de l'équation du problème. D'où l'importance en termes de méthode de prendre au sérieux ce qu'un pédagogue qui s'appelait Paolo Freire disait, celui qui a écrit La pédagogie de l'opprimé. Il disait l'éducation populaire ou la pédagogie de l'opprimé, il disait c'est une éducation où personne n'éduque personne. Il n'y a plus cette relation de hiérarchie entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Les hommes et les femmes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Premier élément, il faut qu'on détruise l'idée de hiérarchie sur le fait qu'adultes, on pense toujours mieux savoir que les jeunes. Sur certains trucs, peut-être. Sur d'autres, non. Les jeunes sont porteurs des savoirs, et si on prend cette idée au sérieux, on dit tous qu'il faut que les jeunes soient acteurs. Ben, ouvrons les espaces où nous donnons du pouvoir à la jeunesse pour s'exprimer, nous expliquer, travailler, et qui nous mettent au travail sur la manière dont ils souhaiteraient que la société soit. Ça veut dire vraiment lâcher du pouvoir.
S'éduquer ensemble, je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment au sérieux cette idée qu'à des moments, nous, adultes, peut-être, nous avons des éléments de savoir que les jeunes n'ont pas, mais dans ce cas-là, on les partage. Et c'est aux jeunes de faire leur choix. Mais qu'on arrête cette posture de vouloir éduquer les autres, y compris en pensant à les valoriser, on les diminue. En fait, il y a un truc qui décolle là-dedans. Et le dernier moment, je pense qu'on est vraiment sur l'intérêt de la stratégie de l'éducation populaire, par l'intermédiaire du monde, disait Paulo Freire, c'est qu'il faut qu'on quitte nos manières professionnelles de travailler de manière abstraite. Si on éduque les jeunes à être éco-citoyens, ils vont le devenir. Ben non. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Passons par la pratique, mettons en place des choses. Si on veut que les jeunes et les statuts prennent confiance en leurs paroles, il faut bien qu'un jour on les mette en statut de porteurs de leurs propres paroles. S'ils sont toujours des main-d'œuvre, de la petite main-d'œuvre de la jeunesse, à faire ce que le monde adulte et nos dispositifs attendent d'eux, ils n'ont pas un statut d'acteur en vérité. Je ne sais pas si ça va quand je le dis comme ça. Et les derniers éléments sur lesquels je voudrais insister, c'est aussi des questions sur nos besoins respectifs d'espoir dans la société vis-à-vis de la jeunesse d'une part, mais aussi vis-à-vis des contenus et des thématiques que vous avez abordés. L'espoir se fait rare dans un certain nombre de secteurs de notre société aujourd'hui. Moi, je pense toujours qu'il faut que, pour qu'y compris que la combativité et la lutte viennent, déjà, il faut qu'on assume les mots mêmes de combat. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas seulement vous partager mon expérience et les choses qui me touchent, je vais vous parler de mes combats. Il faut qu'on admette aussi que la jeunesse est en train de lutter, vraiment, contre des choses qui la diminuent et la rabaissent tout le temps, et donc c'est une lutte. Et il faut que nous aussi, on soit dans une optique de lutte. Et si j'insiste sur la question de la lutte, c'est, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on retourne dans une pensée profondément démocratique de notre conception de la démocratie. La démocratie, c'est pas tout le monde qui s'écoute, qui se parle ensemble, qui est content, on se respecte, tout va bien, et puis tout va bien. La démocratie, c'est l'organisation de la dispute, de la conflictualité, admettre qu'il y a des conflits d'intérêts, des inégalités, des gens qui veulent quelque chose et d'autres qui ne veulent pas. Si on n'admet pas la part de conflictualité dans la démocratie, il va nous manquer quelque chose. Ça frotte, il faut qu'on travaille les contradictions. Je ne sais plus qui disait ça, moi je l'ai appris d'Alexia Morvan, doctorante en sciences de l'éducation. Elle disait « Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, traversée par des contradictions d'intérêt, des inégalités des rapports de pouvoir, mais qui se donne pour ambition et pour travail de travailler ces contradictions et d'arriver à un arbitrage commun. Mais si on nie les rapports de contradiction d'intérêt, je ne sais plus dans quel groupe, vous avez dit quelque chose du type ceux qui ont le pouvoir dans la société, c'est ceux qui ont le pouvoir de parler quand nous on ne l'a pas forcément. Le pouvoir d'être écouté et entendu quand nous on ne l'a pas forcément. Et c'est ceux aussi qui ont le pouvoir de dire que les choses vont bien, même quand ça ne va pas bien. Il faut aussi qu'on prenne en compte ça, la question des rapports de pouvoir, de liberté d'expression, et y compris admettre des choses qui peut-être même en tant que parents, des fois, ça nous frappe un petit peu dans le dos, la part de colère nécessaire dans l'expression de ses idées pour se mettre debout en tant que citoyen. La colère fait partie d'un processus de citoyenneté. La révolte contre l'injustice fait partie d'un processus de citoyenneté. Et la recherche de paix sur l'égalité, et non pas une paix qui a ses fesses assises sur l'inégalité et l'injustice. Pour arriver à la paix, il faut qu'on supprime l'injustice. Bref, je ne sais pas si vous me suivez sur la question des émotions aussi, parce que des fois, même la rage, la colère, le témoignage de quelqu'un qui subit l'injustice, même professionnellement, elle nous met mal à l'aise. Alors que c'est l'étape d'un processus de travail. On connaît tous ça même dans nos familles, des fois on s'engueule et après on met les choses à plat. Mais si on ne s'engueule pas, la colère elle reste en dedans et ça pourrit. Et je pense qu'à l'échelle de la société, il faut qu'on soit aussi capable d'écouter les exigences de beauté, les rêves et les espoirs de la jeunesse, y compris leurs idéaux et leur volonté fondamentalement, alors utopique, idéaliste, j'en sais rien, mais il faut qu'on arrête quand les jeunes rêvent d'une société meilleure, tout de suite qu'on leur demande d'être des réalistes. C'est pas faisable. Il faut qu'on autorise de nouveau la puissance de l'idéalisme et de l'utopie, mais comme processus de pensée. D'abord, on doit penser ce qu'on veut, peu importe les moyens, et après on regarde ce qui est faisable. C'est autre chose, ça. C'est une autre étape du processus. Et puis peut-être, le dernier partage que je voudrais faire, c'est aussi peut-être jamais oublier
et ça c'est pas forcément évident parce que nos métiers parfois nous polluent, que sur la question des jeunes, du rapport de domination entre jeunes adultes, il y a un rapport de domination aussi. Il ne faut jamais oublier ce qu'on n'a pas apprécié quand nous étions plus jeunes, ce qu'on n'a pas aimé quand les adultes nous parlaient de telle manière, nous enfermer à telle place, ben qu'on se rappelle aussi des jeunes dont on s'occupe, ils n'aiment pas la même chose que nous. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on fasse. C'est facile, c'est un dicton qui existe souvent, mais en fait, c'est pas si vrai que ça qu'on arrive à le reproduire quand on change de statut, quand on est un jeune animé, et quand on pense aux jeunes animateurs, on a des contraintes professionnelles qui sont moins évidentes. La dernière phrase que je voudrais vous partager par rapport à ça, et y compris en prenant acte qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'avancer droit. Dans une société qui va de travers, on galère aussi pas mal. Et donc à la fois, je pense qu'il faut qu'on ait une exigence forte sur les nécessités du monde, et à la fois une posture d'humilité sur, on n'est pas sûr de les avoir les solutions seuls, et c'est là l'importance et la force du collectif, et ce d'autant plus quand on a été pollué à l'intérieur de nos cœurs, de nos pratiques professionnelles, de nos outils de lecture du monde. Parfois tout ça c'est pas si clean que ça. Il y a une partie qui est bonne, qu'il faut la garder, il y en a une autre qui est polluée, ça j'en suis certain. Et je voudrais vous partager une dernière phrase qui vient de James Avery, Nkrumah Agri, qui disait « Depuis tout petit, on nous a éduqués que nous sommes des poules. Alors comme des poules, nous baissons la tête et nous nous contentons des miettes que on nous jette au visage. Alors qu'en fait, nous sommes des aigles, mais cela, nous l'avons oublié. Il faut qu'on relève la tête, qu'on bombe le torse, qu'on croit en nous, et qu'on redéploie à nouveau nos ailes pour pouvoir nous envoler ensemble. C'est de la poésie, mais pas seulement. Je pense vraiment qu'il faut qu'on reprenne en compte ça, le moment où on nous a diminué, nous, perso, tout le monde, les professionnels aussi, parce que le mal-être professionnel aussi, il faut qu'on en parle, comment les professionnels sont diminués dans leur confiance en eux et leur force de frappe, mais aussi qu'on reprenne conscience, vraiment, aussi de la beauté de nos cœurs, de nos valeurs, de nos espoirs, etc. Mais il faut qu'on la travaille, qu'on la mette sur le tapis, et je crois que c'est une belle leçon que les adultes, mis en situation de conférencier aujourd'hui, nous ont donné. L'espoir se nourrit de faits concrets, et au plus on laisse la jeunesse nous montrer qu'elle peut être belle, qu'elle a un potentiel de malade, au plus on va y croire, et voilà, c'est comme ça qu'on se rend ensemble tous debout. Je vous remercie.